Ça pourrait être pire. Tiens, une femme aurait pu te couper la pine pendant ton sommeil et la balancer par la fenêtre d'une voiture. C'est vrai que ça peut arriver. Je sais pas, c'est seulement que quand on commande des meubles, on se dit à soi-même, ça y est, c'est le dernier canapé dont j'aurai besoin. Quoi qu'il arrive d'autre par la suite, j'ai enfin réglé le problème du canapé. J'avais tout, j'avais une chaîne IFI de très bonne qualité, une garde-robe qui devenait très respectable. J'allais bientôt être aussi complet que possible. Merde, et maintenant tout est foutu. Tout est foutu. Non, tout est foutu. Un duvet, tu sais ce que c'est? Une couette rembourrée. C'est une couverture, tout simplement, ouais. Et pourquoi toi et moi, on sait ce que c'est qu'un duvet, à ton avis? Parce que c'est essentiel à notre survie, dans cette existence précaire que nous menons? Non. Alors on est quoi? On n'est que des consommateurs. Tu as dit. On est des consommateurs. On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Meurtre, banditisme, pauvreté, ces choses ne me concernent pas. Ce qui me concerne, moi, ce sont les revues qui parlent des stars. La télévision avec 500 chaînes différentes, les slips avec un grand nom marqué dessus. Le Viagra, les repas minceurs. Madame Propre. J'emmerde Madame Propre. Madame Propre, élastique les cuivres du Titanic, tout est en train de couler, mec. Alors merde, j'emmerde tes canapés à motif string et à rayures vertes, bordel. Moi, je te dis, ne sois jamais complet. Je te dis, arrête d'être parfait. Je te dis qu'il faut évoluer et que ce qui doit arriver, arrive. Mais c'est mon avis, je peux me tromper. Peut-être que c'est une vraie tragédie. Non, c'était que des objets. C'est pas une tragédie, mais... Enfin, t'as quand même perdu un tas de réponses modulables aux problèmes de la vie moderne. Ouais, t'as raison. Non, je fume pas. Tu sais, mon assurance va probablement tout couvrir. Alors... Quoi? Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Bah, tu fais ce que tu veux, mec. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 11, épisode 35. Le film de David Fincher sur l'amicale de la baston fête ses 20 ans cette année. Produit de subventionné par une major, le film assez partisan mais est aussi honni par des gens de goût. Alors si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Écoutez-nous bien en face et on n'aime pas beaucoup qu'on nous en remontre. On avoue que la bagarre, on n'est pas contre, ça nous fait pas peur, on dirait même que cogner, c'est un plaisir. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma Quel est mieux que les autres. Et donc au programme, vous l'aurez probablement deviné, nous parlerons aujourd'hui du film Fight Club, donc sur l'amicale de la baston, de David Fincher à l'occasion de son passage à l'Arvor dimanche prochain, le 26 mai, dans le cadre des films du dimanche soir, qui vous sont proposés par les deux meilleures émissions de cinéma de France, à savoir nous-mêmes, En attendant Godard, et Le cinéma est mort sur Canal B. Donc voilà, nous aurons le plaisir de vous présenter le film de David Fincher, film culte s'il en est, qui fait donc sa 20e année aujourd'hui, et ça sera l'occasion pour nous de revenir à la fois sur ce film important, mine de rien, malgré ce qu'on pourrait en penser, de la fin du siècle dernier, et c'est un film majeur dans la carrière de David Fincher, sur lequel nous allons revenir, ainsi que sur le reste de la filmographie du cinéaste américain. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a Carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Fanatique du cinéma de David Fincher s'il en est. Oui, j'aime beaucoup. À sa gauche, il y a la plus grande fan de Jacques Chirac. Il y a Carla. Bonsoir Carla. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Qui, lors de sa prime jeunesse, à côté de photos de Marcello Mastroianni et Johnny Depp, découpait des photos de Jacques Chirac dans les journaux. De toute façon, moi à mon époque c'était Le Pen Chirac, donc tu pouvais. Puis en même temps, qui ne l'a pas fait Erwan Floclet, notre ancien grand timonier, lui-même découpait des photos, découpe toujours des photos de
Lionel Jospin et Jean-Pierre Chevènement pour les Merde, j'allais dire Jean-Pierre Chevènement pour toi. pour les coller dans son cahier d'images, hein, donc il n'y a pas de mal. On attend les fans de Dupont-Aignan. Le docteur Erwan n'est pas des nôtres ce soir car il est exilé pour du travail à Lorient. Pourquoi pas, ça arrive au meilleur. Mais bien sûr, à la mise en son de cette émission, il y a notre Tyler Durden à nous, il y a Gal. Bonsoir Gal. Bonsoir. Voilà, donc on va faire rapidement donc, quelques agendas avant de passer au cinéma de David Fincher et le Club de la Bagarre. Donc je le rappelle, mais on vous le rappellera plusieurs fois dans l'émission, Fight Club passe donc dimanche à Rennes, à l'Arvor, à 21h15 dans le cadre des films du dimanche. En plus dans les DCP qui ont été restaurés récemment pour l'anniversaire du film. Mais sinon, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, c'est le festival du film de Cannes. Yes We Can. Et donc, il y a quelques petites panouilles qui sont passées pendant le festival qui sortent en ce moment. Il y a le dernier film de Pedro Almodóvar, Douleur et Gloire, avec Antonio Banderas et Penélope Cruz, voilà, dont nous parlerons la semaine prochaine. Mais si vous voulez, il y a le jeune Ahmed des frères Dardenne. Voilà, je sens qu'il y a un enthousiasme débordant. Sinon, il y a le nouveau film de Claude Lelouch, Les plus belles années d'une vie, donc qui reprennent Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant 60 ans après Un homme et une femme. C'est ça, ou c'est Un homme et une femme, non? Ouais, c'est ça. Voilà, et donc... tu iras le voir? Non. T'as vu les derniers, hein? Oui, j'ai vu le dernier Claude Lelouch déjà. Alors, c'est un tous les 10 ans. Hein. On va y aller mollo. C'était quoi? C'était Salaud on t'aime ou... Non, c'était pas Salaud on t'aime, qui était donc son film avec Johnny et Eddie Mitchell. C'était... je sais plus, un truc, tout le monde a le droit à une seconde chance, ou je sais pas quoi, un film choral avec Christophe Lambert, avec Gérard Darmon, avec Maître Éric Dupond-Moretti, avec Béatrice Dalle, où dans les 5 premières minutes, il y avait un full frontal de Gérard Darmon. J'étais pas prêt, je vous le cache pas. Sinon, deux panouilles qui sortent. Il y a le Aladdin de Guy Ritchie avec Will Smith dans le rôle du géant. Donc, dans la tradition des remakes live-action de Walt Disney, ça a l'air totalement à chier. Non, mais faut qu'ils arrêtent. Un film de Guy Ritchie, ils vont pas arrêter. Ils vont pas arrêter. Et sinon, il y a John Wick 3 Parabellum qui sort. Moi, je me suis arrêté après le premier personnellement. Donc, moi, je me suis arrêté au 0. Donc, voilà, personnellement. Bon, pourquoi pas. Oui, c'est le film d'action qui ne me sied guère dernièrement. Oui, c'est pas trop ma cam, voilà, si on peut dire. Voilà, on va passer à la section critique de cette émission, donc avec le cinéma de David Fincher, et on va parler de bagarre. Et tout de suite, on écoute Doug Carcho qui parle de se battre soi-même. Set out to conquer the world. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était Doug Kershaw avec You Fight Your Fight, I'll Fight Me. Chanson qui correspond parfaitement à ce dont nous allons parler dès à présent, puisque nous allons parler de Fight Club et plus largement du cinéma de David Fincher, car je le rappelle, donc Fight Club passe dimanche prochain à l'Arvor dans le cadre des films du dimanche. Donc Fight Club, une fois de plus, fête ses 20 ans cette année, et c'est un film extrêmement important dans la carrière de David Fincher, dans un certain cinéma hollywoodien, parce qu'il a quand même connu une descendance esthétique, on va dire, assez importante, reprise par pas mal de cinéastes par la suite, et qui pourtant est un film qui a été un échec assez important à sa sortie, et donc c'est un film qui est basé sur un roman de Chuck Palahniuk, dont les droits avaient été achetés avant même la sortie du livre aux USA. Et Chuck Palahniuk, c'est un peu un des nouveaux auteurs américains qui sont apparus dans les années 90, au même titre que Bret Easton Ellis, qui travaillaient plus ou moins sur les mêmes thématiques, donc c'est-à-dire sur une certaine subversion, on va dire, des milieux d'affaires, des cadres commerciaux, que ce soit de la pub, Wall Street, tout ça, et qui mettait toujours en scène des personnages plus ou moins psychotiques, que ce soit Bret Easton Ellis dans Les lois de l'attraction, ou là c'était sur les campus américains, ou dans American Psycho, et Palahniuk, que ce soit dans les différents articles qu'il a pu écrire pour de multiples revues américaines, ou dans ses romans dont Fight Club est le plus connu, ainsi que Shock, qui est son deuxième film, son deuxième livre à avoir été adapté aux USA en 2008 avec Sam Rockwell. Là c'était dans le cadre des thérapies pour les gens qui sont addicts au sexe et à la masturbation. Donc toujours un peu les mêmes thématiques qui reviennent. Et donc
Chuck Palahniuk avait comme une certaine aura d'auteur, qu'on dirait vulgairement ou rapidement, de punk, de provocateur, qui mettait à mal les mots de la société américaine. Et donc comme je disais, les droits du roman avaient été achetés avant publication, et ça a été géré notamment par celui qui à l'époque était à la tête de la 20th Century Fox, qui était Bill Mechanic, qui s'est fait débarquer juste après la sortie de Fight Club par ailleurs, alors que c'était lui qui avait initié des grands succès à la Fox, notamment donc le Titanic de James Cameron, qui était un des rares, une des rares personnes à la Fox qui avait vraiment soutenu le projet de Cameron et qui en a fait du coup le succès interplanétaire que l'on connaît. Mais donc malgré ça, après l'échec de Fight Club, Bill Mechanic a été débarqué. Et Bill Mechanic, en fait, le projet était passé dans les mains de plusieurs metteurs en scène, mais Fincher, dès le début du projet, était intéressé par la chose. Bien que le film soit produit par la Fox, c'est le studio qui produit les Aliens et qui a donc produit Alien 3, le premier long métrage de cinéma de David Fincher, avec qui les relations avaient été totalement exécrables pour le moins. C'est-à-dire que c'est là qu'est venue quand même très largement la haine de Fincher pour le cinéma, pour les studios et pour les grosses productions, en tout cas hyper calibrées, et il s'était juré qu'il ne retravaillerait plus jamais pour eux et qu'après, sur chacun de ses films, il essaierait d'avoir les coups des franges, ce qui était le cas dès son deuxième long métrage en 93, si je ne m'abuse, ou 94, Seven. Donc. Non, The Game. Non, son deuxième c'est Seven, et après il a fait The Game justement. Voilà, c'est en 97, je crois, The Game. Oui. Donc un film avec Michael Douglas qui a été un pur film de commande, un pur jeu de piste que je trouvais, moi, pour ma part, totalement vain, et qui participe très largement à cette veine de film de petits malins, comme on en voyait pulluler dans les années 90, et dans ce film-là est quand même extrêmement marquant, et dont on retrouve encore des traces, je trouve, dans Fight Club. Mais donc, néanmoins, pour revenir à Fight Club, Bill Mechanic, en engageant Fincher, lui donne pour le coup les pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'il a le final cut, c'est lui qui décide du casting, et c'est aussi Fincher qui donne son aval pour tout l'aspect promotionnel de la chose. Et ce qui est quand même assez rare pour un cinéaste, surtout un jeune cinéaste Hollywood, même s'il sortait du méga carton de Seven et dans une moindre mesure aussi de celui de The Game, c'est quand même très rare, en plus à la fin des années 90, où les studios commençaient un peu à reprendre le pouvoir, qu'un cinéaste aussi jeune, parce qu'il avait 35 ans, un truc comme ça, et quand même les pleins pouvoirs pour faire un film qui a coûté extrêmement cher, qui était extrêmement ambitieux dans ses ambitions narratives, discursives et formel, que c'est un film dans lequel David Fincher s'est extrêmement investi. On le voit bien sur le travail formel, même si moi, on va en reparler, mais j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Néanmoins, c'est un film sur lequel Fincher s'est énormément investi. Et donc, où je voulais en venir. Donc voilà, il a fait le film qu'il voulait. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc Fight Club, ça parle de quoi ? Ça parle d'un petit employé de bureau qui vit une vie bien rangée de gens qui consomment, qui est interprété par Edward Norton, qui est un homme qui est victime d'insomnie, qui n'arrive pas, qui a à la fois un boulot de merde et une vie à chier, quoi, et qui un jour, pour essayer de s'en sortir, se met à fréquenter des thérapies de groupe, que ce soit des gens qui ont le cancer, qui sont addicts à différentes choses, machin, et comme ça, il commence à revivre, et un jour, patatras, et pas de problème, il déboule dans sa vie le personnage de Tyler Durden, qui porte de magnifiques chemises à fleurs, et qui débarque pour un peu chambouler la vie de Ed Norton, pour lui apprendre que quand même ce qu'il faut, c'est semer le chaos, mettre à bas cette société consumériste et dégueulasse qui nous envahit. Et donc évidemment ils vont faire, là ça va partir en cacahuète quand ils vont créer l'amicale de la baston, donc le Fight Club, où des gens se réunissent en semaine, et notamment le samedi soir dans les sous-sols de cave, pour se foutre joyeusement sur la tronche, et après évidemment patatras. Mon cher Carrément Fleuret, vous êtes, comme je l'ai dit en introduction de cette émission, vous êtes quand même plutôt un grand fan du cinéma de David Fincher. Mon cher, je sais qu'on a beaucoup parlé ici des films de Fincher, en tout cas au moins depuis la sortie de Zodiac, je crois. On a traité tous ces films, y compris ces séries House of Cards et Mindhunters, qui étaient sortis l'année dernière, donc un film aussi de serial killer. Et donc Fincher, c'est un des grands cinéastes américains, est apparu dans les années 90 avec toute une génération, même si c'est assez différente, comme les Quentin Tarantino, comme les Spike Lee, comme les Richard Linklater, qui sont toute une cinéaste de jeunes,
de jeunes cinéastes qui avaient tous la trentaine ou bien un peu moins, qui ont explosé dans le cinéma américain. Alors, oui, tu disais que Fight Club était une date importante dans une certaine cinéphilie. Moi, dans ma cinéphilie personnelle, on va dire que Fight Club, ça a été une vraie tarte dans ma gueule, parce que j'ai découvert ça au Cinoche. J'avais 18 ans, bah oui, je suis un petit peu vieux, et j'ai vraiment... Tyler Durden est rapidement devenu en fait un personnage iconique pour moi, planqué entre... il était planqué entre le premier album de Slipknot et celui de System of a Down. Voilà, en gros, on en était là. Enfin, moi, j'en étais là dans mon parcours, dans mon cheminement personnel. Et en effet, le Fight Club m'a marqué. Après, j'en suis un petit peu revenu. C'est un film sur lequel j'ai pas mal de réserves, mais que je trouve quand même fascinant. On est loin du haut de gamme de David Fincher, qui va ensuite devenir beaucoup plus élégant et riche au fil de sa filmographie. Mais ce qu'il faut, si on peut revenir un petit peu sur la carrière de David Fincher, c'est que voilà, il a commencé avec Alien 3, donc qui a été une catastrophe industrielle, on va dire ça comme ça, même si thématiquement il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes dans Alien 3. Avant ça, quand même, il a débuté dans la fabrique du clip avec c'était Propaganda, qui était la grande boîte des films clipesques promotionnels. Il a fait énormément de clips. Il a fait plein de clips pour Michael Jackson, pour Sheryl Crow, et toujours des choses extrêmement inventives, en tout cas, des travaux sur le morphing, sur les effets visuels, dans une moindre mesure, ce que faisaient à la même époque des mecs comme Michel Gondry, comme Chris Cunningham, comme Spike Jonze. C'est les grands noms du clip, en fait, qu'on débarquait au début et au milieu des années 90, qui était pour eux un champ d'expérimentation formelle. Ce qu'il faut, c'est qu'à l'époque, en fait, quand tu parlais de Gondry ou de Chris Cunningham, c'est vrai que quand tu regardais un clip de l'époque, en fait, tu regardais plus qu'un clip, tu regardais vraiment un objet audiovisuel à part entière. Mais avant, Fincher, en fait, il a travaillé pour ILM, en gros, il a bossé sur le Retour du Jedi. Sur le Retour du Jedi et le Temple Maudit, Indiana Jones et le Temple Maudit. Il était tout neugeux. Qui était tout jeune. Après, il s'est barré donc du coup pour fonder Propaganda, dans lequel on peut retrouver un mec qui a complètement disparu des radars, qui s'appelle Dominique Sena, qui avait fait un premier film sympathique, California. Alors je l'ai pas revu depuis, il faudrait peut-être que je le revoie parce que Thomas est en train de rigoler. Ah bah putain, parce qu'après c'est quand même devenu le Yes Man de Joel Silver en réalisant Opération Espadon, Swordfish avec et le remake de 60 secondes chrono, il me semble, avec Nicolas Cage et Angelina Jolie qui a des dreadlocks, et Opération Espadon, c'est les meilleures scènes de hacking. c'est assez n'importe quoi. Mais Opération Espadon reste un film fascinant parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et mais bon, bref. Berry. C'est vrai. Mais donc voilà, en fait, voilà, il sort de tout un pan en fait, on va dire expérimental, et un vrai travail, on va dire, sur la faisabilité d'un film ou du moins d'un effet. C'est-à-dire que même si on regarde ses clips, donc il a clippé, on va dire, il a beaucoup clippé Madonna. Il faut le voir avec un gros travail sur les lumières et sur la couleur. Il a clippé Sting aussi avec son méga tube Englishman in New York, où on peut retrouver en fait des approches, on va dire, dans la construction narrative du clip. On va retrouver des trucs un petit peu dans Gone Girl notamment, sur comment en fait on va amorcer en fait un personnage dans un espace notamment urbain. Donc voilà, il y a des choses qu'il a faites dans les années 80, fin 80, début 90, qu'on va retrouver, qui vont irriguer en fait toute sa... On a oublié quand même un clipper de la même époque qui aura aussi connu une destinée assez différente mais néanmoins extrêmement importante, qui est Michael Bay. Ils ont démarré à peu près à la même période. C'est vrai, ils ont démarré la même chose. Après, Fincher en termes de clip il va laisser on va dire, il va laisser sa place, et puis toutes ces expérimentations, il va donc les faire sur les films, mais il va revenir de temps en temps pour le clip via des artistes en fait qui l'aiment, on va dire humainement. Donc il a clippé Nine Inch Nails notamment. Beaucoup de pubs aussi. Et il a clippé Justin Timberlake. Il revient assez régulièrement. Il a fait des pubs pour Nike notamment qui sont hyper bien. Oui. Il a fait des pubs de grosses feignasses pour Heineken avec Brad Pitt aussi. Oui. Mais donc voilà, c'est un David Fincher. Peut-être même avant d'aimer une histoire, en fait, il aime faire une image. Et ça le plus important. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui va être extrêmement, on va dire, méticuleux sur la prise d'image. De là, on va dire, on le mettait un peu en parallèle avec un petit peu la méticulosité de Stanley Kubrick. Bon, voilà, chose bien gardée, mais il n'hésite pas à faire une centaine de prises pour un seul plan. La première prise de
Social Network, c'est Notamment. ça, c'est genre 120 prises pour une scène de dialogue en plan fixe. C'était extrêmement compliqué. Tout le monde dit à quel point il est et il rapproche aussi de James Cameron parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement méticuleux, qui comme Cameron pourrait presque tout faire parce qu'il vient aussi des SFX. Il a un très grand travail de une grande connaissance de la caméra, des diverses innovations technologiques, que ce soit en termes d'effets spéciaux numériques, de caméra numérique aussi. C'est parmi un des premiers à avoir vraiment tourné des films en Full HD au milieu des années 2000, à avoir fait même de faire des films aux différents tests de caméra numérique pour voir lesquels prenaient mieux la lumière, tout ça par rapport à ce que lui voulait faire. Donc c'est vraiment un des grands techniciens. Et ce qui est, je trouve, c'est parfois une des limites de son cinéma, c'est cet amour et cet intérêt absolu pour l'image et les différentes expérimentations qu'on peut en faire. Et ce qui parfois, c'était Mad Movies à l'époque, je crois, pour Panic Room, disait que David Fincher expérimentait dans le vide. Parce que Panic Room, qui est le film qu'il fait après Fight Club en 2001, pour le coup, c'est un film purement formel, où le scénario, un truc basique de mecs, de gens qui sont dans leur maison, puis il y a des braqueurs qui rentrent, et du coup, ça va être toute une intrigue, un genre de jeu de chat et de la souris dans un appartement hyper high-tech dans lequel Fincher, comme il faisait déjà sur Fight Club, en profitait pour expérimenter sur la caméra liberté, sur la caméra en fait dans des espaces numériques dans lesquels il avait une liberté absolue de mouvement, ce qui donnait ce plan maintenant culte et toujours aussi ridicule de caméra qui passe à travers une anse de théière avant de remonter dans les conduits. Après ce côté Carla. Vas-y, Carla. Mais pour le coup, je trouve qu'un film comme Fight Club est assez symptomatique de ça. Enfin, c'est vraiment... il y a une profusion d'expérimentation, ne serait-ce de les incrustations, les travaux sur directement la pellicule, et puis même, je veux dire, dans les couleurs, il y a quelque chose à l'étalonnage aussi. On sent qu'il expérimente et que du coup, ces films sont un peu des pots pourris comme ça. En tout cas, moi, j'ai vu Fight Club, je l'ai revu, parce que je l'avais vu quand j'étais au lycée et j'avais pas accroché, et là, je l'ai revu du coup. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu trop, pour le coup... surchargé au niveau de l'image en tout cas. Après, la force de Fight Club, c'est quand même d'avoir su créer un personnage immédiatement iconique. Et ça, c'est hyper important. Or, bien entendu, c'est lié à la personnalité et au charisme de Brad Pitt, notamment, mais au moins, il y a ça. Et en fait, c'est... Alors, Fincher va abandonner un petit peu ça, ce côté purement iconique, on va dire badass, mais dans Seven il avait réussi à faire ça avec le personnage du serial killer, donc de Kevin Spacey, voilà, où il en a fait un méchant qui est ici aussi donc John Doe, le mec le plus normal du monde, on va dire ça comme ça, et qui en fait aussi un serial killer totalement iconique. Donc ça c'est parce que pour le coup, de intéressant. toute façon chez Fincher, la question du héros c'est pas un truc qui l'intéresse, c'est plutôt la question de la mythologie, aussi qu'il en met une en scène, mais la question du héros ou même du personnage n'est pas foncièrement un truc qui l'intéresse, que ce soit dans Gone Girl qui est son dernier film de cinéma en date, dans Zodiac aussi, pareil, c'est plus la mythologie autour du meurtrier qui l'intéresse plutôt que les personnages qui vont mener l'enquête. C'est ça. Mais après, vraiment, si on veut un peu se prolonger dans Fight Club est un film, en fait, alors on peut lui trouver plein de tares, notamment peut-être ce côté expérimentation un poil daté qui peut exister, ce côté petit malin, bien entendu, des artifices, mais néanmoins, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que le film et le personnage ne sont qu'un, c'est-à-dire qu'on parle de schizophrénie, et le film est lui-même schizophrène, oui. Et la carrière à cette époque de David Fincher est elle-même schizophrène. Et c'est ça qui est aussi intéressant, donc, je trouve, avec Fight Club, c'est le fait que, malgré le fait que j'aime pas vraiment le film, c'est que le scénario, finalement, la narration va contaminer l'image, avec ses apparitions comme ça très furtives du personnage déjà de Brad Pitt, qui... Les images subliminales qui interviennent au début du film avant que le personnage apparaisse. Il y a une sorte de dialogue comme ça entre le film en lui-même et qu'est-ce que c'est faire un film et qu'est-ce que c'est être un personnage bipolaire qui se fabrique une double identité parce qu'il n'est pas foutu de se confronter lui-même au monde. Ce qui fait du coup que ça devient un genre de métafilm, ce qui est quand même... Je trouve que Fight Club est quand même très symptomatique et marquant de son époque parce que tous les années 90, c'est l'apparition du postmoderne avec des mecs comme Tarantino, les nouveaux films de Wes Craven avec les Scream, les scénarios de Ken Williamson, tout ça où il y a toujours où le premier degré en fait n'existe plus vraiment et c'est toujours l'apparition d'un discours sur un discours pour mettre en perspective la forme et le propos majeur du film. Le film il sort je crois en décembre 99 donc c'est la fin du siècle et moi je trouve que c'est quand même un film qui est pessimiste, vraiment
ça donne pas envie de continuer de voir. Après, si on veut voir, en effet, il sort fin C'est du la fin de siècle. fin du siècle. Donc les grandes théories de Baudrillard. voilà, Oui, c'est d'accord. le bug de l'an 2000 et tout ce qu'on veut. Et en même temps, à la fin du fin film, de qu'est-ce qu'il fait? Il pète des immeubles de banque. Donc ça c'est rigolo. Ouais, mais non, moi. c'était tout le truc qui était théorisé dans les années 80 justement par la tarte à la crème qui maintenant que serait devenu Baudrillard. Mais c'est sur tout l'avènement de la dynastie Clinton, enfin l'ère des démocrates aux USA, c'était un peu vu comme la fin de la démocratie, la fin de l'histoire, la fin de siècle, où finalement il y aura plus grand chose. Il y a plus grand chose qui va se passer dans le premier millénaire, pardon. Et après, on verra ce qui se passe et ça sera probablement le chaos, ce qui du coup est arrivé en septembre 2001 avec les Twin Towers. Mais c'était un truc qui était assez récurrent dans l'air, qui venait, même quand tu vois des trucs comme Matrix, t'as quand même pas mal de choses. C'est pas malgré la fin ouverte et faussement héroïque, c'est pas forcément les trucs les plus les plus funky qui se passent, quoi. Tu vois, même ça, si on fait une petite parenthèse, mais même dans la musique, quand tu regardes par exemple le livret du CD de Amnesiac de Radiohead, où tu vois des espèces d'esquisses avec des tours toutes noircies avec marqué la chute de la civilisation américaine. Enfin, il y a des trucs En même temps, Radiohead de base, c'est pas non plus la mais musique. voilà, pour aller c'est danser, vraiment, c'est vrai que c'est on va dire que c'est un système d'idées et de valeurs qui contamine un petit peu cette période. Mais pour revenir un petit peu sur la schizophrénie du film, en fait, il me semble que Fight Club est peut-être le film qui se rapproche le plus de David Fincher, ou du moins qui fait date dans la carrière, parce qu'en fait, toute la carrière de Fincher, du moins dès le début, est basée sur la schizophrénie. C'est-à-dire qu'en fait, dès Alien 3, donc on va chercher Fincher pour shooter Alien 3. Il va commencer, les producteurs ne vont pas être contents, Fincher va être débarqué, il va perdre le contrôle du Final Cut, et puis après ça va être monté à la truelle. Donc déjà, il y a ce côté-là schizophrène, on va chercher un petit jeune, on va dire indépendant, et finalement, le poids du studio arrive. Le film même, en fait, est contaminé par cette schizophrénie, parce que le début du film est plutôt sympathique, avec une espèce de mal, on va dire, qui est inhérent à la société et même, voire même à l'individu, parce que l'alien est littéralement dans le personnage d'Hélène Ripley. Et pourtant, la deuxième partie du film, ça va partir en YOLO, n'importe nawak, avec des explosions qui n'ont pas lieu d'être. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Toute la production du film était extrêmement compliquée. Quand tu parles de schizophrénie pour Fincher, c'est ça. C'est un mec qui, je pense, comme tous les cinéastes américains de son époque, voulait faire des gros films parce qu'il avait des histoires de science-fiction notamment extrêmement ambitieuses. Ça fait longtemps qu'il cherche à monter Rendez-vous avec Rama, qui est une grande saga de SF sur Mars. Ça fait longtemps qu'il veut faire son 20 milieux sous les mers. Il a jamais pu le monter non plus. Donc en fait, tous ces projets les plus ambitieux en termes narratifs et esthétiques, qui seraient des films de science-fiction, donc qui nécessitent quand même la thune, il a jamais pu les faire. Alors que, a priori, quand il s'est ramené à Hollywood, en tout cas dans le giron des grands studios, c'est plutôt le genre de cinéma vers lequel il voulait aller. Bah oui. Et à chaque fois, en fait, ses pattes ont été plus ou moins coupées malgré ses succès. C'est ça qui est totalement contradictoire. Et du coup, Fight Club en fait s'insère littéralement dans une espèce de prolongement logique, on va dire, dans la carrière de Fincher, parce que même cette schizophrénie, en fait, c'est la schizophrénie de l'inspecteur Mills, donc Brad Pitt dans Seven, qui est tout jeune, tout gentil. À l'époque, Brad Pitt, c'est the sex symbol, hein, et qui finalement va devenir colère, en fait, hein, pour paraphraser le film. Mais toujours sexy. Et Fight Club, en fait, voilà, finalement, c'est le firmament de la schizophrénie David Fincherienne ou Fincherienne. Et en fait, il va peut-être s'arrêter là, en fait. C'est le firmament, mais après, il va aller autre part et il va aller sur sa deuxième grande thématique, en fait. Donc, la schizophrénie avec le mal inhérent en chacun de nous. Et la deuxième thématique, en fait, c'est la manipulation. Et cette manipulation, on la retrouve donc des Seven, vraiment des Seven the Game. Et donc Fight Club, où en gros c'est Tyler Durden qui va manipuler, on va dire de limite manière même quasi toxique, un autre personnage qui est en l'occurrence Edward Norton. Carla. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, moi je trouve que dans Fight Club, finalement, le personnage de David Fincher, c'est le projectionniste en fait. C'est celui qui va insérer des images. Au final, c'est vraiment le personnage de Brad Pitt qui est là. Et en fait, qui manipule le matériau, qui manipule le spectateur. On sent qu'il y a une identification. Le cinéma, c'est le mensonge 24 fois par seconde. Ouais, comme disait De Palma. Mais du coup, moi je pense que ces personnages, en tout cas les personnages de Fight Club, ce sont vraiment des caricatures. Pour le coup,
c'est clair, quoi. Ce sont des caricatures et en même temps ce sont des icônes. On peut dire que Fight Club est un film proto-fasciste comme un film ouvertement libertaire. On peut dire que c'est un film homophobe comme c'est un film ouvertement gay. On peut dire plein de choses en fait sur ce film. En fait, justement, sur la question de la schizophrénie et le truc qui me gêne énormément avec Fight Club, à la fois, je trouve des trucs formels qui le datent énormément, mais même déjà à l'époque, ça me paraissait un peu raté. Tous ces plans numériques qui vont dans les poubelles pour qu'on voit les marques de la société de consommation, tout ça. Qui en plus, je trouve des idées un peu tarte à la crème, mais quand même appuyées à coups de marteau sur un burin. Et sur la question de la schizophrénie, c'est sur la question de la subversion qui serait propre au livre, qui de toute façon est directement récupérée. Quand le livre est racheté par une major, ils connaissent très bien le contenu du bouquin et ce que ça raconte. Et donc tout de suite, ils décident d'intégrer cette subversion, de mettre ça dans un énorme blockbuster pété de thunes avec des stars, parce que comme tu dis, Brad Pitt c'était le plus gros sex symbole. Ed Norton était un acteur qui commençait à monter aussi, voilà. Il a pris 17,5 millions, Brad Pitt, sur 63 millions pour la première. Donc, était quand même connu. Et je trouve qu'à l'inverse de films qui sont à peu près à la même époque, c'est-à-dire le film de Carpenter, Escape from LA, et surtout le Paul Verhoeven, Starship Trooper, la subversion fonctionne pas du tout de la même manière, parce que là, la subversion qui est montrée dans Fight Club est totalement volontaire. Et c'est pour ça que ça participe à ce côté de petit malin et qui en fait annihile toute la portée qui se voudrait être contestataire, être punk, être, je sais pas, un esprit un peu voyou. Et c'est la scène qu'on a entendue en pré-générique là en français sur la question de la consommation, qu'on est des moutons, qu'on a tous des machins, qui à la fois sont des trucs qui sont quand même hyper datés dans le discours. Il y a qu'à voir des films de zombies des années 70-80 ou même des films du New Hollywood, c'était exactement la même chose qui était dit, mais de manière beaucoup plus subtile, alors que là t'as vraiment l'impression qu'il tire sur un corbillard, sur une ambulance, en fait il énonce que des choses qui sont évidentes, et du coup le recours à des actes violents, en fait, au passage à l'action directe que vont avoir les personnages du Fight Club, et à la fois je trouve traité de façon extrêmement légère et presque enfantine, voire vraiment morveux, et qui est quand même un trait qui est assez caractéristique de l'époque, à la fin des années 90, début des années 2000, quand certains cinéastes, doit dire de la jeune génération qui avait 35 ans, s'empare en fait de thématiques et de thèmes politiques qui les dépassent totalement. Il y a toujours un traitement que je trouve très enfantin, très gamin, qui en fait les dessert totalement et veut bien souvent dire l'inverse des choses qu'ils veulent énoncer. C'est-à-dire que la subversion du propos de Fight Club est directement récupérée et directement traitée et justement iconisée par ces personnages, par ces situations, par ces dialogues. En fait, je trouve que ça en devient un truc qui est réellement presque débectant. Enfin, débectant, c'est peut-être un peu fort, mais qui en tout cas annihile tout le propos du film qu'il voudrait avoir a priori. Après, je pense pas que le but de Fincher soit justement d'énoncer vraiment un propos révolutionnaire où on va dire il faut tout casser. Non, en fait, je pense. De toute façon, Fincher, tu vois bien dans ce film-là, puis dans les autres, que de toute façon, c'est pas le gros gauchiste. Mais on comprend pas trop où il veut en venir. En fait, je pense que c'est nous faire réfléchir en fait. Oui, ça c'est sûr. Il fait réfléchir. Il ne sort pas de discours, on va dire préétabli. Il le sait lui-même. De toute façon que c'est compliqué. Enfin voilà, je veux dire Brad Pitt, sex symbole. C'est quand Tyler Durden dit est-ce qu'on ressemble à ça et qui montre une pub Gap avec des mecs hyper bodybuildés. Bah oui, c'est Brad Pitt. Donc c'est toute l'ironie du truc, mais justement c'est de nous faire c'est pas d'asséner un discours, mais c'est plutôt de nous faire réfléchir. Mais justement, je trouve pas que sur l'image en fait. Ouais, sur l'image plus que sur le propos, parce que il y a pas de réflexion sur la question de l'engagement politique, sur la question du militantisme, sur l'engagement direct, sur le terrorisme qui quand même revenait vraiment en force entre guillemets à la fin des années 90, que ce soit aux USA, en Europe ou au Proche-Orient. Là, c'est un truc qui passe totalement à l'as, donc finalement ça reste assez innocent, je trouve. Alors à ce niveau, en termes politiques, on va dire ça, oui. Pourtant, il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans. Et bien entendu, il y a la propagande par le fait aussi qui est là, mais c'est le pouvoir des images en fait, ou du moins le rôle des images. Moi, je pense que c'est ça, il fait réfléchir le spectateur de cinéma sur son statut, par exemple, quand il va presque à la fin du film, d'un coup révéler qui est le personnage de Brad Pitt. On se retrouve à la fin, donc ça arrive au dernier moment, et là le spectateur est obligé de repenser tout le film, mais il arrive quand même à continuer. Mais il y a cette scène qui est clé, c'est le moment où Brad Pitt est présenté comme le projectionniste, et là où c'est vraiment je pense une des scènes finalement les plus importantes du film, où là il y a une adresse directe au spectateur qui dit réfléchissez à ce qu'on vous montre,
à ce qu'on vous vend. Et Ah oui, je pense que le noyau de Fight Club est là. Parce qu'en et plus, pas dans des propos politiques, parce que finalement, il aborde pas ce ouais, c'est exact. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est que ce que tu disais tout à l'heure, la citation de Palma, le cinéma, c'est un mensonge 24 images par seconde ou un truc comme ça. Enfin bref. Si, parce qu'il prenait le revers de Godard qui disait que le cinéma c'était la vérité 24 fois par seconde. Et mais en fait, Fincher, de Palma dit n'importe quoi parce qu'il sait très bien que l'image ne ment pas. Chez lui, elle ne ment jamais. C'est vrai en plus. L'image est que tronquée, mais l'image ne ment pas. En fait, c'est le discours inverse qu'il dit dans Redacted en plus. Ouais. Donc, mais bon, bref, passons. Mais du coup, oui, voilà. En fait, il reprend, en fait, on va dire, ce sacerdoce-là, Fincher, pour nous montrer quelle est en fait la valeur d'une image, et ça rentre également dans son deuxième grand thème, c'est la manipulation en fait. Et voilà, comme le dit Carla, le personnage du projectionniste est hyper important parce que voilà, regardez, voici une image. Est-ce que je vous manipule? Est-ce que je vous manipule pas? La question, c'est pas de savoir si oui ou non. La question, c'est que je vous fasse réfléchir. Et ça, c'est important. Et en fait, après tout ce côté, on va dire rapport direct au spectateur, en fait, il va l'insérer, on va dire, dans sa propre diégèse en fait. C'est qu'on il va arrêter de faire réfléchir le spectateur et il va faire réfléchir ses personnages. Donc en fait, il va passer à un cran supérieur, inférieur, enfin un cran à côté, on va dire un cran à part, on va dire. Et ce qui fait que, en fait, si tu regardes toute la filmo de David Fincher, ça apparaît comme quelque chose d'hyper cohérent, voire même de quasi exhaustif sur la question de la schizophrénie, de la manipulation. Et ça, c'est en ça que pour moi, c'est un cinéaste extrêmement important dans le cinéma américain, voire même mondial contemporain. C'est que en fait, peut-être qu'il fait le même film, de toute façon les grands réalisateurs font toujours le même film, mais en moins il jette des bribes par-ci par-là, des rouages supplémentaires sur ces deux grandes questions qui irriguent après toute sa filmo, tout le reste de sa filmo. Ouais, moi je trouve, je voulais juste rebondir sur ce que tu dis, je trouve que c'est un film qui se veut pervers, mais en soi qu'il l'est pas assez, tu vois. Je pense qu'il aborde pas en profondeur, c'est toujours à la surface. Et finalement, je pense, tu dis que le film a été mal reçu, mais il a été mal reçu par la critique, mais en revanche, il a été extrêmement bien reçu par tout le public. Il est resté culte. Très vite, en fait, quand il est sorti en vidéo, le film est devenu culte justement par ses côtés un peu sexy, de propos de comptoir sur la Révolution, par ses persos qui sont hyper iconiques, par le perso de Durden notamment, qui est un mec qui est super cool, voilà, parce que Brad Pitt en plus le fait hyper bien. C'est un des rôles de sa vie. Mais c'est que la critique à l'époque était déchirée, des films proto-fascistes qui est tellement con que de toute façon t'as envie d'être débile pour l'apprécier, enfin des trucs dans le genre. La réception critique du film a été excessivement violente, y compris aussi mais parce qu'il annonce beaucoup de choses dans ce film et finalement il répond à pas grand chose, moi je trouve. Donc c'est vrai que ça reste finalement c'est dommage parce que moi je trouve qu'il est passé à côté d'un film qui aurait pu être magistral. On va se retrouver juste après une petite pause musicale où on va parler de Mourir mais en mieux. Plafond comme un miroir, au pied comme un parloir.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était le fantastique groupe rennais Demain avec la chanson Mourir en mieux, extrait de son premier EP éponyme, donc Demain, qui est sorti tout récemment. Ils étaient en concert au Tiana samedi dernier, c'était formidable. Voilà, donc Mourir en mieux, car nous parlons du cinéma de David Fincher et plus précisément, entre autres, de Fight Club qui, donc je le rappelle, passe dimanche 26 mai prochain à l'Arvor dans le cadre des films du dimanche soir à 21h15 et nous parlions de Fincher et de Fight Club et sur la question de la manipulation sous toutes ses formes qui prend dans le cinéma de David Fincher une dimension toute particulière parce que comme le disait Thibaut très bien, c'est quelque chose qui revient constamment dans son cinéma, que ce soit dans Fight Club via le perso de Durden qui manipule le personnage de Ed Norton ou même dans ses films suivants et notamment on va revenir après en même temps sur Fight Club mais sur pour moi, ce qui est son plus grand film, un des plus grands films des années 2000, donc Zodiac, le film sur le tueur du Zodiac dans les années 70 dans la baie de San Francisco, qui mettait en scène trois personnages, un flic, un journaliste et un cartooniste qui essayaient de traquer ce tueur-là qui n'a toujours jamais été officiellement identifié. Donc film pour moi... Machine Head en avait tiré une excellente chanson qui s'appelle Blood of the Zodiac, si vous voulez savoir. Sur l'album The Morphing Change. Film majeur et film extrêmement important, parce que comme on en parle un petit peu en off, pour moi c'est un film qui quand même met parfaitement en scène la propre paranoïa, le propre désir de contrôle absolu et la presque schizophrénie de David Fincher lui-même, là où en fait il y a un accord total entre son propos, son scénario, son sujet et sa forme même, où là pareil il expérimentait à toute berzingue sur les caméras numériques mais de manière beaucoup plus sobre et moins directement ostentatoire que justement dans ces films des années 90 et début des années 2000 où comme beaucoup de cinéastes de l'époque, là il touchait pour la première fois à des effets numériques, à la caméra liberté. Le grand cinéaste expérimentateur hollywoodien là-dessus, c'est Robert Zemeckis, avec Contact, avec Apparence ou après ses films en cinéma virtuel. D'ailleurs, c'est étonnant qu'un contrôle freak comme Fincher n'ait jamais tenté vraiment de faire un film en cinéma virtuel, que ce comme Zemeckis a pu faire avec Scrooge, avec Beowulf ou bien même Spielberg avec Tintin. Alors, ce côté contrôle freak, en fait, les mouvements calculés par ordinateur, on le retrouve notamment dans The Social Network, en fait, où en fait il a fait tellement le contrôle freak que même pour ses mouvements de caméra, donc là on est sur à l'époque une image ultra léchée, je crois. Avec quelle caméra il a tourné? Gal. Est-ce que vous savez mon cher Gal qui a tourné avec la RAID sur ce Social Network, notre technicien. Mais en tout cas, c'était. Alors, j'ai pas de souvenir là-dessus, mais il me semble que c'est sur la RAID. Ouais. Il a tourné avec la RAID sur une image 4K en fait, où du coup tous les mouvements de caméra ont un degré de pixelisation énorme. Alors il y avait le poids pour un plan, le poids en termes de gigaoctets pour un plan de Gone Girl était sorti, mais c'est un truc que genre c'est pas possible. Ouais, c'est gigantesque. Mais voilà, il a essayé en termes de control freak, il a essayé de faire des images un peu assistées par ordinateur. Bon, il le fait dans Panic Room, mais dans The Social Network, il y allait juste comme un bourrin. On peut même qualifier ça de classicisme numérique. Pixelisé, on va dire ça comme ça. C'est assez fascinant. D'autant que c'est quand même un des cinéastes qui a très vite pris le pli du numérique avec Michael Mann dès le début quasiment des années 2000. Il commence à tourner quelques trucs comme ça. Michael Mann le fait avant quand il tourne à la télévision sa série qui n'a qu'une seule saison, Robbery Homicide Division, qui était le premier truc qu'il a réellement tourné en haute définition avant de faire Collateral puis les Miami Vice et les films qui ont suivi. Mais Fincher, qui est déjà donc, comme je disais, un grand technicien, est intéressé là-dessus tout de suite, à la fois pour des questions de tournage, parce que il fait énormément de prises, il travaille beaucoup là-dessus, et aussi sur la question même de l'image et du grain numérique, ou plutôt de l'absence de grain numérique, qui est un truc qui l'intéresse beaucoup dans les films qui vont suivre jusqu'à Gone Girl. Et même dans sa série Mindhunters. En vrai, c'est rigolo, c'était ce côté parce que Zodiac en fait pourrait s'insérer littéralement dans le genre le film du journalisme contre-pouvoir. Enfin, je veux dire Pakula ou Sidney Pollack, ça pourrait être sympa. Et pourtant, dès le générique en fait, tu l'as l'image numérique en fait. Et ça, c'est assez. Ce rapport-là est assez perturbant, mais du coup, c'est aussi ce qui fait histoire. Donc en fait, on sait jamais par rapport à cette question de l'imagerie numérique, c'est pas trop comment je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. C'est un peu comme Michael Mann avec son image numérique. Sauf qu'il fait des choses vraiment différentes. Parce que Michael Mann lui tend vers un certain naturalisme, vers un cinéma qui serait
comme pris sur le vif. Il y a comme énormément ça dans Miami Vice. On voit les scènes à Cuba, les scènes dans les favelas. Il y a vraiment la volonté d'avoir un grain numérique et une image qui ne fasse pas 35 mm. Alors que Fincher, quand il tourne Zodiac, en tournant numérique, il essaie plutôt de retrouver justement une patine, un grain par son étalonnage, par son travail sur les couleurs, sur la lumière, à plutôt une imagerie qui serait celle de la pellicule. Mais ça, c'est alors un que c'est problème numérique. de génération, mais parce que c'est le retour à quelque chose qu'on qualifierait de vintage. De fétichisme. Mais on en a déjà parlé, les vieux qui vont avoir envie d'aller vers le numérique et les jeunes qui utilisent le numérique, en tout cas, veulent revenir au format pellicule. Et ça, finalement, c'est une tendance, en fait... ça revient souvent. Et Fincher est pile en fait entre les deux, entre les deux générations, parce que Michael Mann, c'est un mec qui a quasiment qui a presque 75 balais, un truc comme ça, ouais. Alors que lui, il a même pas encore 60 ans. Donc là, effectivement, il est à cheval entre les deux périodes, entre un certain fétichisme et une nostalgie d'une période qu'il lui n'a pas connue en tant que cinéaste, qui est celle du nouvel Hollywood. Donc les Coppola, les Scorsese, tout ça, et des mecs comme ça, les vieux qui en fait eux se sont mis très vite au numérique, que ce soit pour des questions peut-être financières avec un mec comme Coppola quand il fait Twixt, quand il fait L'homme sans passé, tout ça, ou même Martin Scorsese qui maintenant avec Hugo Cabret était passé au numérique puis à la 3D, un mec comme qui était vraiment un précurseur là-dedans, qui est George Lucas quand il tourne sa nouvelle trilogie Star Wars, il l'a fait en grande partie en numérique, qui était justement à l'avant-garde de tous ces petits jeunes et même de ses collègues vieux. Oui, mais c'est rigolo. Ce rapport à l'imagerie numérique est assez fascinant, parce que tout à l'heure je parlais de classicisme pixelisé pour The Social Network, le générique du début de Zodiac. Donc à un moment on a une espèce de plan zénithal où on suit la bagnole et en fait tu vois très bien que c'est une imagerie numérique, et pourtant il s'insère dans une logique, on va dire, comment on va qualifier ça, de film à enquête très influencé années 70. Il y a même ce plan où en fait on voit la tour Transamerica se construire. Enfin voilà, ce rapport-là en fait est un petit peu perturbant. Tu sais pas trop. En fait, il mélange le présent et le futur. En fait, il fait comme, en fait, c'est le scénario de Benjamin Button qui transpose dans sa manière de filmer. Donc c'est assez rigolo de voir ça. Mais il y a un aspect qu'on n'avait pas, on n'a pas parlé en fait, c'est son rapport à la musique, du moins au compositeur. Donc il a bossé beaucoup avec Howard Shore, qui a bossé notamment pour Cronenberg. Et là, en ce moment, il se fait son petit kiff avec l'archi-génie absolu Train 13 Nord, agrémenté de son nouvel acolyte Atticus Ross, qui l'a rejoint d'ailleurs pour les nouvelles tournées de Nine Inch Nails. Du coup, ça fait des versions qui sont plutôt sympas. De toute façon, c'est un... Mais voilà, il a un rapport très puissant à la musique. Il aime aussi beaucoup la musique industrielle, hein, que ce soit dans Fight Club justement, où c'est les Dust Brothers qui font la musique, qui sont des trucs très inquiétantes, très marqués, qui sont hyper martelés, un peu dark, avec une ambiance assez lourde, ce qui comme correspond pas mal aux films de Fincher, qui sont pas des monstres de rigolade, quoi. Non. Justement, il y a un côté hyper mécanique, macabre. Et après, il va aller sur quelque chose un petit peu plus de l'ordre de la ritournelle, pardon, presque horrifique, avec Train 13 Nord et Atticus Ross, donc notamment dans The Social Network et dans Gone Girl. Et puis enfin, il y a un dernier point qui est extrêmement important, c'est le générique, parce que le générique chez Fincher est extrêmement important. Et c'est pas lui qui l'ait fait pour le coup. Alors c'est pas lui qui l'ait fait, mais ça prend énormément de temps et de budget. Parce que justement, c'est ça aussi. Mais ça corrobore un petit peu ce que l'on vient de dire. Fincher, s'il avait un côté qui serait un peu fétichiste, justement, c'est cet amour d'un cinéma qui serait un peu à l'ancienne, notamment pour la question des génériques de début, qui est un truc qui a quasiment disparu, alors que oui, dans beaucoup de ces films, moi je trouvais pour le coup que le meilleur truc de Millennium, c'était le générique, qui était absolument sublime. Celui de Seven a fait école, c'est devenu un chef-d'œuvre à part entière. C'est un chef-d'œuvre du genre, oui. De toute façon, le générique est une œuvre à part entière quand c'est fait par d'autres cinéastes que le cinéaste qui fait le film, et c'est souvent extrêmement intéressant parce que c'est en fait un point de vue différent sur le film. C'est presque programmatique finalement. Oui, il est dans la même lignée que les Saul Bass. Quand Saul Bass, je trouve ça super, le générique de début. Je comprends pas pourquoi c'est. Quand Saul Bass fait le générique de Vertigo, tu sais très bien où tu vas mettre les pieds. Il y a pas à chier. Quand on va voir un film de David Fincher, moi j'attends une chose. D'abord, bien entendu, c'est le générique. Parce que sur le cinéaste. Mais c'est aussi ce qui date, je veux dire, ce qui contextualise aussi un film, un générique. Une époque, des personnages. Voilà, c'est que en 3 minutes, tu auras tout le film. Et en fait, du coup, il
Et en plus, il te donne des infos, il te donne des clés de lecture. On le sait pas tous, mais si on regarde le générique de Seven, par exemple, c'est des clés de lecture qui sont hyper importantes pour le film. Le dernier, les deux derniers, la Gone Girl et The Social Network, qu'on pourrait croire comme des espèces de génériques, on va dire, qui n'ont finalement aucune identité parce qu'ils sont là, comme ça, ils passent. Et pourtant, en termes de choix de plan, d'échelle de plan, en termes d'espace travaillé par ce générique-là. Ce sont les titres en fait qui défilent sur des plans. Il nous dit tout son propos. Parce que Fincher, on disait dans Fight Club qu'il a fait un petit peu la politique du petit malin, enfin voilà, en disant ça de manière un petit peu triviale. Mais c'est un cinéaste qui va beaucoup se politiser, qui va construire un rapport à la civilisation américaine. Et dans Gone Girl Social Network, le générique ne parle que de ça, via une échelle de plan et via la ritournelle, on va dire, musicale de Reznor, qui fait que, Fincher ne devient plus un petit malin, même s'il essaie un petit peu. Il y a quand même, le revirement de situation, on va dire, de Gone Girl qui fait que, il y a une espèce de merde, comment on appelle ça, un twist en plein milieu du film. Enfin, il twiste le twist aux trois quarts du film. Mais voilà, c'est un cinéma qui va devenir de plus en plus réfléchi, de plus en plus mature, et qui va nous proposer une vraie grille de lecture. The Social Network, moi je considère que c'est peut-être un des films les plus importants de ce début du siècle, du moins américain, parce qu'il nous raconte toute l'Amérique post 9/11. Elle est là, l'Amérique. Surtout en fait, c'est exceptionnel. Ce qui m'intéresse plus dans la deuxième partie de carrière de Fincher après Panic Room, c'est qu'en termes formels, il a eu comme vachement la pédale douce, c'est-à-dire qu'il a arrêté des gros effets de kéké de cinéma, ces scénarios, enfin les trucs qui font quand même un peu moins petit malin, ou justement mais en même temps, un peu les Jean-Michel Mathieu vu quoi. On peut comprendre qu'un jeune cinéaste ait envie de tout essayer, vu qu'il avait les moyens. Qui avait quand même bien la haine en plus à l'époque contre les studios de manière générale et contre le monde entier. Après on peut voir aussi Fight Club comme une espèce de fuck à la Fox, hein. Enfin je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais d'ailleurs le film est assez... Enfin c'est un film, c'est quand même une comédie obscure, c'est un film drôle. Mais malgré d'où son côté complètement schizo avec le terme c'est un film drôle et puis morbide. Comme tu disais au début où tu disais qu'il contrôlait en fait le matériel publicitaire. Enfin, il y a certains matériaux publicitaires où en gros, où on voit en gros Brad Pitt en train de dire vous pouvez boire votre pisse, c'est bon pour la santé. Enfin, il a tout parasité en fait. En fait, Fight Club, c'est un film de sale gosse. Alors ça c'est clair. Alors de petit malin, moi je dirais que non, parce qu'en fait il y a une vraie réflexion derrière. Mais c'est un film de sale gosse, ça c'est clair et net, parce qu'il a envie de parasiter la Fox. Clairement, et même dans le matériel publicitaire, en gros, quand on regarde le spectateur, il dit buvez votre pisse. Enfin, je veux dire, c'est surtout que drôle, sur tous les affiches d'époque, en fait, c'est des pubs pour le savon. Oui, en plus. Donc c'est rigolo, mais après, bon, voilà, c'est un peu, c'est le manuel de cuisine anarchiste, quoi. Ouais, c'est rigolo. Pour les nuls. Ouais. La révolution pour les nuls. Donc c'est le cinéma de Fincher. On pourra en refaire encore une émission dessus. Peut-être quand il sortira un prochain film. On espère. World War Z2, je crois que ça s'est arrêté, mais je sais plus trop où ça en est. C'est con, ça aurait été Brad Pitt qui le rappelle, c'est toujours. Ouais, qui pourrait refaire des bons films, au moins ça changerait. Bon, il a fait Allier, Deuxième X, c'est bien. Ouais. Oui, de temps en temps. De temps en temps. Donc voilà, on rappelle que Fight Club passe dimanche à l'Arvor 26 mai dans le cadre des films du dimanche qui vous sont proposés par En attendant Godard et Le cinéma est mort à 21h15. Et donc redécouvrir le cinéma de David Fincher, un mec un peu chelou mais qui fait des films parfois pas mal quand même. On va passer au coup de cœur carrément fleuré. Du coup, ça va être le cinéma de David Fincher. Il y a pas de regardez tous ces films. Ouais, peut-être The Game est peut-être le moins intéressant, on va dire, parce que peut-être un peu trop long. Il y avait des vraies choses intéressantes en termes de choix en termes de cadrage, il y a des choses vraiment très très bien. Panic Room est un film que j'adore moi personnellement parce qu'il fait une relecture du Home Invasion en mode post-Hitchcockienne, classicisme pixelisé. Moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Et puis après, bien entendu, il y a ces chefs-d'œuvre. Enfin, même Fight Club, évidemment, Seven, évidemment, Zodiac, bien évidemment, Millennium, Gone Girl, The Social Network. Tout ça, faut prendre, il faut regarder, il faut prendre. Et puis ces clips aussi sont plutôt cool. Donc voilà, David Fincher, sa vie, son œuvre. Voilà, et en plus c'est un cinéaste qui a quand même eu une importance formelle et esthétique à Hollywood extrêmement marquante les 20 dernières années. Carla. Moi je vais faire court, ce sera Brad Pitt parce que Brad Pitt. Voilà. Pas con. Moi ça sera dans un tout autre genre, mais un cinéaste des années 90 aussi, Richard Linklater,
J'ai revu son fabuleux, son formidable Dazed and Confused, film de 1993 sur des jeunes lycéens, le dernier jour de cours, les beuveries, les errements. Le premier rôle de Matthew McConaughey en blond avec une superbe moustache. Voilà, c'est toujours un bonheur de voir et revoir les films de Richard Linklater, et un jour on finira bien par faire une émission dessus parce que c'est un bonheur absolu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de déambulation dans Hong Kong et de sorties canoises. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut. Salut.